Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur la montagne Sainte-Geneviève et nous accueillons Jihad Gillon, journaliste à Jeune Afrique et spécialiste entre autres de la question libyenne. Il va justement nous parler aujourd'hui du dossier libyen et de la situation actuelle en Libye et dans la région. Première question justement, en avril dernier le maréchal Haftar a décidé de lancer son offensive en Tripolitaine qui vise justement la ville de Tripoli et on est 5 mois plus tard. Où en sommes-nous alors de cette offensive du maréchal Haftar? Il faut d'abord se souvenir qu'avant le début de l'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli, la capitale libyenne, il y avait eu une avance de l'autoproclamée armée nationale libyenne dans le sud du pays, dans le Fezzan, et qui était une avance qui a été permise par notamment beaucoup d'argent payé à des tribus locales, à des milices locales, et qui fait qu'on a en fait pensé que le maréchal Haftar était en mesure effectivement d'incarner, disons, un chef unitaire pour la Libye. Voilà. Plusieurs mois après, force est de constater que cette offensive est enlisée. D'abord parce que le maréchal Haftar, après avoir atteint les portes de Tripoli, a dû porter le combat en dehors de la ville de Tripoli, n'a pas pu pénétrer la capitale. Il faut aussi savoir qu'il y a deux villes de la région tripolitaine qui étaient acquises au maréchal Haftar. Donc on avait la ville de Ralyan et la ville de Tarhouna. La ville de Ralyan a été reprise par les milices fidèles au GNA, donc au gouvernement d'entente nationale reconnu internationalement et basé à Tripoli. La ville de Ralyan a été reprise donc, par ces milices fin juin. Et il y a eu deux frappes de drones probablement d'origine turque qui ont tué les deux commandants fidèles à Haftar qui étaient basés dans la ville de Tarhouna. Donc, force est de constater que cette offensive, pour le moment, est bloquée et qu'on arrive à une forme de neutralisation des forces l'une par l'autre. Alors, ce maréchal Haftar, on parle justement souvent des soutiens qu'il reçoit, et parmi les soutiens souvent évoqués, on a Paris. Alors, qu'en est-il de ce soutien français supposé? Alors, c'est vrai que Paris est très critiqué pour le soutien qu'il aurait apporté au maréchal Haftar, notamment son offensive à Tripoli. Je pense qu'il faut nuancer ces critiques. Il faut d'abord resituer le soutien de Paris dans le temps au maréchal Haftar, se souvenir que ce soutien date de 2015-2016, quand le maréchal Haftar essayait de libérer les villes de Derna, de Benghazi, plusieurs villes de l'Est, de l'emprise de groupes djihadistes, qu'ils soient liés à Daesh ou à Al-Qaïda. Voilà. Donc en fait la France a d'abord coopéré militairement avec le maréchal Haftar sur ce plan-là, sur le plan de la lutte anti-djihadiste. Je pense aussi que Paris a eu un rôle à jouer dans la montée en puissance du personnage comme un personnage crédible politiquement. C'est-à-dire que Paris, en l'invitant au sommet de Paris en mai 2018, aux côtés de Fayez el-Sarraj, a contribué à donner une ampleur politique au personnage qu'il n'avait pas forcément avant. Mais il y a d'autres pays qui soutiennent beaucoup plus concrètement le maréchal Haftar. Je pense aux Émirats arabes unis, à l'Égypte qui le soutiennent militairement, avec du matériel militaire, et avec leur aviation notamment, et à l'Arabie saoudite qui le soutient sur un plan financier. Donc Paris est loin d'être le seul, et la France n'est pas le principal pays qui soutient le maréchal Haftar. On peut penser aussi à la Russie, qui a des liens forts avec le maréchal. Il faut aussi dire que la relation entre le ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, et le maréchal Haftar, la relation personnelle qui existe entre ces deux hommes, n'est pas entièrement étrangère aux faveurs que Paris a, même si Paris nie ses faveurs, pour le maréchal Haftar. Deux puissances moyen-orientales apparaissent dans le paysage libyen. Du côté du maréchal Haftar, on a les Émirats arabes unis. En face, on a la Turquie. Est-ce que vous pensez que la Libye est amenée à pâtir du conflit entre l'axe, on va dire, turco-qatarien d'un côté et l'axe saoudo-émirien de l'autre, et plus généralement des ambitions émiriennes que l'on retrouve au Yémen, en mer Rouge et en Afrique du Nord? Alors effectivement, quand on observe le terrain libyen, et les États impliqués dans le conflit libyen, on se rend compte qu'il y a une symétrie quasiment parfaite entre les soutiens au maréchal Haftar, qui sont, comme vous l'avez dit, l'Arabie saoudite et les Émirats, et de l'autre, les soutiens
aux milices de la Tripolitaine et au gouvernement d'entente nationale que sont le Qatar et la Turquie. Chacun de ces pays-là s'est en fait impliqué plus qu'on imaginait encore dans le conflit libyen. La grande question au début de l'offensive du maréchal Haftar sur Tripoli, c'était pas de savoir si les Émirats ou l'Égypte allaient continuer à le soutenir par leur aviation, ça faisait assez peu de doute. En revanche, on s'interrogeait sur le soutien turc. Donc la livraison de drones par la Turquie aux milices qui défendent la Tripolitaine a été régulier et intense. C'est-à-dire que, comme je vous l'avais dit pendant la première question, ce support est en passe de devenir décisif maintenant en Tripolitaine. Il faut aussi dire que les Émirats livrent eux des drones de fabrication chinoise aux troupes du maréchal Haftar et donc on assiste à une espèce de bataille de drones sur le terrain libyen. Il faut quand même relativiser cette guerre de proxy, enfin l'idée que c'est une guerre de proxy, parce que les acteurs sur le terrain sont tous libyens et qu'ils ont des raisons internes à ce conflit. Et disons que les puissances moyen-orientales ont investi ces divisions internes pour elles-mêmes faire avancer leurs pions dans ce pays qui est stratégique, non seulement pour la région, pour l'Europe, mais pour tout le monde arabe. Alors pour finir, on ne peut pas ne pas évoquer la question migratoire. Comment ce conflit influence-t-il finalement cette question migratoire, aussi bien au Sahel qu'en Méditerranée et en Europe? Précisons d'abord que la Libye traditionnellement n'est pas un pays de départ, c'est un hub migratoire et c'est même un pays de destination. La main-d'œuvre subsaharienne étant depuis longtemps employée en Libye, qui est un pays où il y a beaucoup d'argent, il y a de l'argent en Libye. Donc les Libyens ne partent pas volontiers eux-mêmes en Europe. Alors, le conflit libyen peut se lire à bien des égards comme une forme de compétition pour la légitimité et la reconnaissance internationale entre les différents acteurs libyens. Et de ce point de vue-là, la question migratoire est centrale parce que la priorité pour les pays européens, c'est que ces migrants subsahariens qui arrivent en Libye ne traversent pas la Méditerranée. Donc chaque acteur libyen essaye de se montrer auprès des Européens comme le plus à même de gérer cette question migratoire. Le problème, c'est qu'on a, du fait de cette configuration, des centres de migrants qui sont remplis et qui sont même au-delà de leur capacité dans le nord de la Libye, notamment à Misrata et Tripoli, et qu'il y a des atrocités qui s'y commettent, notamment des crimes de guerre, où on va chercher des migrants pour les faire participer au combat. Voilà, donc la question migratoire en fait fait partie, est centrale, si vous voulez, dans le narratif de chacun des camps libyens, chacun voulant se présenter comme celui qui pourra le mieux gérer cette question pour les Européens, et aussi celui qui traite le mieux les migrants. Par exemple, le ministre des Affaires étrangères libyen du gouvernement de Benghazi, donc de l'Est, lui ne manque pas une occasion de dire qu'il visite les centres de migrants qui sont à l'est de la Libye, que les migrants sont bien traités, que pendant le ramadan ils auront le jeûne avec eux, etc. Donc il y a toute une question symbolique liée au traitement des migrants eux-mêmes qui est importante pour les acteurs libyens parce que, encore une fois, elle participe à leur crédibilité internationale et au fait qu'ils se posent comme des acteurs étatiques responsables. Alors merci beaucoup à Jihad Jeyon, donc journaliste à Jeune Afrique, pour toutes ces réponses très instructives sur le dossier libyen. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne AS Labs TV.